Des images noires et blanches contrastées, froides, glaciales, celles d'une toile de tente sous la neige dans le nord parisien ou d'une gare désaffectée à Belgrade. Des combattants en Ukraine, de la fuite de la guerre en Syrie, des conditions de vie des réfugiés en Turquie, la marche forcée en Hongrie, l'exil en Autriche ou les conditions d'insalubrité des campements de multiples fois réduits en fumée au pays des droits de l'homme. Des corps et des espoirs anéantis par les décisions humaines, aussi brutales que la neige et l'eau, brûlantes comme gelées, si souvent présentes sur ces photos. Pour autant, c'est un sourire chaleureux qu'il porte, ce regard sur ces hommes pris dans la tourmente de la vie. Mais pas que, car au bout des rêveries éveillées de ce photographe, on trouve aussi la vie, la vraie, spirituelle. Celle des communautés religieuses qui se parlent et échangent dans des quartiers trop souvent stigmatisés. Les lueurs et les espoirs d'une humanité résiliente qui, même dans les pires contextes, lutte et tente de garder la tête haute. Car s'il est intransigeant avec le réel et avoue ne pas avoir toujours eu un regard conciliant sur l'Église, c'est surtout un humaniste optimiste et un œil pétillant que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, celui de Michael Bunel. Michael, bienvenue et merci d'avoir accepté de nous faire passer durant une petite heure derrière votre viseur. Bonjour. Alors il est l'usage dans l'émission de commencer par un retour dans le temps, une marche arrière dans le passé de notre invité pour donner du relief à son travail et prendre la mesure de celui-ci au travers du prisme de son individualité. Alors en guise d'introduction, Michael, j'avais envie de vous demander si vous vous souveniez et quel avait été votre premier émoi photographique. Je sais pas quel a été le premier, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que très jeune, j'ai été captivé par ces photographes en fait qui nous ramenaient l'histoire au quotidien. Donc je sais pas si c'est Capa, je sais pas si c'est une photo de Salgado, peut-être Robert Frank aussi, mais voilà, c'est ces gens en fait qui témoignaient en fait de la réalité du monde et c'est dans la globalité de ces regards que j'ai eu envie de faire ce travail en fait. Alors vous faites très rapidement le choix de la photographie comme cursus de formation en optant pour un CAP de photo. Est-ce que cela a toujours été une évidence pour vous et pourquoi ? Ça n'a pas été une évidence tout de suite. Alors j'ai eu un appareil photo assez tôt, à 18 ans, c'était le cadeau que je demandais, voilà, le super cadeau des 18 ans, c'était un appareil photo effectivement. Mais ça n'a pas été une envie de me professionnaliser immédiate. Et en fait, c'est au fur et à mesure, j'ai fait un parcours littéraire et je suis un fan d'histoire et de géographie. Et en fait, il y a eu un déclic à un moment donné où je me suis dit, mais tu veux faire du terrain, tu veux voyager, en fait, la photographie va pouvoir te permettre de cumuler un peu toutes ces envies, tous ces amours que tu peux avoir. Et aujourd'hui, je suis un homme très heureux, je fais un des métiers les plus beaux au monde, donc ça va, je ne me suis pas trompé. Alors pour nos auditeurs, au moment où nous enregistrons cette émission, il faut que nous précisions que nous sommes en plein centre de la jolie ville de Perpignan, qui accueille comme chaque année Visa pour l'image. Et il me semble que le festival, et notamment l'hommage qui est rendu tous les ans à Rémi Hochlik au travers de la remise du prix qui porte son nom, a joué un rôle assez particulier dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Je vois que vous êtes très bien renseigné. Effectivement, Rémi, le décès de Rémi en fait a été un événement marquant pour moi. J'ai fait une école de photographie il y a bientôt 12 ans, je crois, mais je me suis pas professionnalisé en tant que photoreporter tout de suite. J'ai voyagé, j'ai fait du mariage, du concert, de la mode, mais j'ai jamais eu le courage en fait. C'était vraiment ça, il me manquait le courage d'aller avec mes reportages dans les rédactions. Et j'étais en voyage en Asie quand j'ai appris la mort de Rémi, qui aurait eu le même âge que moi aujourd'hui. Je connaissais des personnes, dont Capucine Granier de Fer par exemple, qui l'avaient connu, et j'ai pas pu m'empêcher de m'identifier en fait à ce jeune homme, et en fait de le savoir parti, ça m'a donné la force de devoir retourner à mon envie première qui était de témoigner. On a une forme de soldat de l'information et c'était vraiment ça. On a un des nôtres qui est tombé, il faut encore plus que nous nous réveillons et que nous allions au-devant de tout ça pour pouvoir continuer à témoigner. Alors votre site internet et votre travail s'articulent maintenant autour de ces trois axes thématiques majeurs du photojournalisme, mais de votre travail en particulier, qui sont l'exil, les conflits et manifestations et les religions. Donc même si vous aviez déjà fait, vous venez d'en parler, d'autres sujets comme Manakamana, la montagne des sacrifices au Népal, entre autres, un des premiers travaux qui vous fait remarquer du grand public est celui que vous avez fait en 2013 et qui s'intitulait Gezi Park, l'arbre qui cachait la forêt. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé là et dans quel contexte vous avez commencé à travailler sur cette mobilisation de militants écologistes à Istanbul ?
Ben, en fait, comme tout photoreporter, je pense qu'on est un peu scotché à l'actualité qui peut se passer un peu partout dans le monde, et j'ai tout de suite été au courant en fait de ce qui se passait à Gezi, ces militants écologistes qui avaient été réprimés assez fortement par la police d'Erdogan. S'en est suivi des manifestations de soutien à ces écologistes qui se sont transformées en sit-in dans le parc de Gezi, et en sit-in en fait c'est devenu un mouvement de contestation contre la politique en place, et en réfléchissant je sais pas, peut-être une semaine, quelque chose comme ça, on s'est dit avec un autre collègue il faut qu'on aille là-bas. Je ne peux pas en fait regarder des infos depuis mon canapé, c'est mon métier, il faut que moi aussi j'aille si je trouve que c'est nécessaire, il faut que j'aille apporter ma pierre à l'édifice. Et est-ce que vous avez conscience, et sinon, à quel moment est-ce que vous avez réalisé que ce qui était en train d'advenir sous vos yeux à ce moment-là était un événement historique ? J'en ai pas eu conscience tout de suite. J'en ai eu conscience au bout de 2 semaines, peut-être, en fait, en parlant avec les gens, tout simplement. On arrive, on travaille, on commence à faire des contacts, on est dans une espèce de réactivité, une rapidité dans la... Il faut agir en fait, il faut produire. Et c'est au fur et à mesure de l'enquête, des discussions, des rencontres, qu'on voit comment la jeunesse en fait attendait ce moment pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, j'ai compris que quelque chose était en train de se passer. Malheureusement, ça a été réprimé et on va dire d'un coup de balai, Erdogan a chassé Gezi sous le tapis. Mais on voit bien qu'il y a encore quelque chose de très profond là-bas, dans la jeunesse, et qui veulent du changement. J'en profite pour passer un petit coucou à tous mes amis turcs, et je leur apporte mon soutien, parce que c'est vraiment pas très facile actuellement de pouvoir être dans la contestation simplement du pouvoir, et de pouvoir essayer de rêver une vie meilleure en Turquie actuellement, quoi. Alors, votre reportage s'appelle justement Gezi Park, l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce qui s'est passé et dans quel contexte beaucoup plus global ces événements se sont déroulés, et le fait que ce ne soit pas simplement un mouvement de militants écologistes? En fait, c'était tout simplement un mouvement de contestation contre le pouvoir, contre l'islamisation du pays qui était en mouvement et qui a toujours lieu. Une des premières choses que les jeunes m'ont dit, c'est pas possible, on passe des lois en fait qui sont juste contre nous. C'est pas pour le peuple, c'est contre la jeunesse. Ils sont mis à fermer les bars à plus d'1 kilomètre, dans la périphérie, à 1 kilomètre des universités. Acheter des cigarettes devenait difficile. Donc on voyait qu'il y avait en fait un mouvement qui se créait, mais Gezi était qu'une excuse. C'est vraiment ça. Mais il y a quelque chose d'ancré en fait. La jeunesse va pas bien, tout simplement, et elle a essayé de s'exprimer à travers ce conflit, parce que c'était quand même un conflit. Il y a des jeunes qui sont décédés, mais malheureusement, voilà, encore une fois, ça a été mis sous le tapis. Et aujourd'hui, je pense que la situation est encore pire qu'en 2013. Alors nous allons continuer la plongée dans votre univers, et nous allons nous tourner vers une première image que vous avez choisie et qui est tirée cette fois-ci de votre travail sur la thématique de l'exil. Nos auditeurs pourront la retrouver sur internet, mais est-ce que vous pouvez nous la décrire, Mickaël ? Oui, alors il s'agit d'une photo faite en noir et blanc. C'est une photo qui a été faite à Aubervilliers. C'est une commande du journal La Croix en fait. Voilà, ça fait partie de notre métier en fait. À partir du moment où on commence à être connu sur des problématiques, les journaux viennent vous voir justement pour ces problématiques-là, et on a d'autres accès. Donc le journal La Croix est venu vers moi pour que je travaille sur la situation actuelle des réfugiés après les soi-disant démantèlements des camps dans Paris. Donc on n'est pas à côté parisien là, car tous les réfugiés ont été, les lieux de vie des réfugiés ont été complètement détruits. Donc on les a repoussés du côté d'Aubervilliers. Et là on a 7 personnes assises en rond, qui sont tout simplement en train de passer le temps, en train de discuter. Derrière eux il y a un grillage, et ce grillage en fait est la clôture de séparation entre le terre-plein où ils squattent et l'entrée du périphérique parisien. Ça a été compliqué en fait de faire cette photo, parce que on passe de plus en plus de temps en fait à devoir se justifier sur notre métier, pourquoi on est là,
Et l'anonymat est une chose qu'on doit respecter de plus en plus. Il faut dire quelque chose, les gens en ont tout simplement marre d'être pris en photo, de par leur situation, mais de par aussi le harcèlement qu'ils subissent. Donc là j'ai eu la chance, j'ai travaillé avec une fixeuse qui est une citoyenne en fait, qui tous les soirs va distribuer de la nourriture, et c'est elle qui connaissait tous les nouveaux spots en fait où squattaient les réfugiés, et voilà, c'est grâce à elle que j'ai pu réussir ce cliché. Pourquoi le choix de cette image en particulier, du coup, dans cette série qui est quand même un travail au long cours que vous menez depuis 5 ans maintenant, qui vous a amené, on y reviendra juste après, aux 4 coins de l'Europe, voire même plus. Pourquoi le choix de cette image ? Parce que c'est une des images les plus récentes que j'ai pu faire sur ce travail. Quand je le présente, en fait, je dis toujours que malheureusement, c'est un travail work in progress. Ça continue, malheureusement. La situation ne change pas, donc je sais que je vais continuer à faire ce type d'image. Donc il me semblait important de montrer que malgré le fait qu'il y ait 5 ans de travail derrière, au jour le jour, on continue d'alimenter ça parce que la situation est toujours sous nos yeux en fait. On va y venir du coup. Donc je le disais, ce travail vous a mené en Syrie, à Calais, en passant par la Hongrie, l'Autriche, la Serbie. Beaucoup d'étapes pour un même fil directeur, pour une même thématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est construit peu à peu ce sujet et comment il se structure ? Alors j'ai eu conscience de ce sujet quand je suis parti en Hongrie et en Autriche. Donc j'étais déjà parti en Syrie et en Turquie, j'avais déjà travaillé sur la problématique, mais j'avais pas conscience de la globalité du reportage en fait. Quand je suis parti en Syrie, je comptais aller à Alep, tout simplement. Je venais de reprendre la photographie. Comme je pense beaucoup de jeunes qui commencent, je voulais marquer le coup. Et voilà, j'avais les moyens de partir. J'avais une agence qui me soutenait. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme je voulais. Donc j'ai travaillé voilà, sur les camps de réfugiés au nord de la Syrie, plus tous les réfugiés qui étaient en Turquie, qui pensaient encore que la guerre ne durerait pas si longtemps et qui pourraient retourner chez eux. Et en fait, ces images, je les ai, en toute honnêteté, oubliées. Elles étaient distribuées, j'en vendais de temps en temps, donc elles étaient vues, mais je ne pensais pas tenir un sujet plus global. Et je suis parti en Hongrie, sur un hotspot, donc il y avait tous les convois qu'on commençait à voir à la télé, où il y avait des trains qui étaient bondés de réfugiés et qui traversaient l'Europe. Donc je me suis rendu là-bas pour documenter ça. Et en fait, j'ai vraiment été frappé par l'état de ces gens. Et en fait, donc d'avoir travaillé en Syrie, en Turquie, après en Hongrie, Autriche, Allemagne, je suis rentré en France et en fait, j'avais été juste extrêmement touché par ce que j'avais vu, le désespoir de ces gens, mais allié avec une force de vivre et un courage incroyable. Voilà, j'ai voulu continuer et je suis monté à Calais. Et à Calais, j'y suis resté quasiment un an. Enfin, j'ai fait des allers-retours pendant un an, jusqu'au démantèlement final. Donc des périodes d'une journée pour une commande jusqu'à 3 semaines sur place. Voilà, c'était vraiment très aléatoire, mais j'étais tout le temps là. Enfin, j'étais connu pour être tout le temps là-bas. Et c'est là que il y a eu une prise de conscience sur. J'ai travaillé en France. En fait, j'ai travaillé en Hongrie. J'ai l'Autriche, mais en fait, j'ai surtout le commencement d'une partie de la route. Et c'est là où je suis retourné dans mes archives et j'ai commencé à comprendre que le travail que j'avais vu comme des petits reportages à des moments donnés, en fait, devenait une globalité et parlait de la problématique dans l'ensemble. Et depuis, j'ai pas lâché. Je suis parti en Serbie par la suite. Je travaillais à Grande-Synthe. Je travaille régulièrement à Paris pour documenter la situation. J'ai essayé de partir pour traiter la crise des Rohingyas, mais il y avait énormément de monde sur place. Je pensais pas qu'il y avait un intérêt à partir là-bas, donc ça s'est pas fait. Mais voilà, maintenant c'est quelque chose qui est un peu dans le sang. Je sais que c'est malheureusement une problématique que je vais traiter, je pense, toute ma vie, vu la situation dans laquelle le monde évolue. On n'est pas prêt de les oublier. Alors, j'y faisais allusion en introduction, vos titres sont toujours percutants et du fait qu'ils commencent souvent par le lieu où le reportage a été réalisé, ils tiennent presque du manifeste. On a France, pays des droits de l'homme, Belgrade, voie sans issue, en plus ancien, Inde, la marche des dévots, ou plus récemment, Bande de Gaza, le chant des pierres. Quelle est la place du politique, voire même du polémique, au sens noble du terme, dans votre écriture photographique ? Pour moi, si je n'arrive pas à interpeller le lecteur, en fait, je ne vais pas servir à grand-chose. Et pour lui donner envie, alors la photographie, dans l'histoire de la photographie, mais dans la presse, elle servait en fait à amener le lecteur à lire l'article qu'il y avait en dessous. Aujourd'hui, on est abreuvé d'images au quotidien.
Je pense que le titre est aussi important, va donner au moins autant envie à la personne de s'attarder sur le reportage, sur l'image, sur l'article, qu'une simple image en fait. Donc j'essaie toujours de trouver un titre un peu percutant. Heureusement pour moi, je suis assez chanceux, c'est toujours un titre qui m'arrive à un moment donné sans vraiment que je le cherche. Gaza, le Chant des Pierres par exemple, donc je travaillais sur ce qui c'est les derniers événements, le Nakba Day en mai dernier. Et à côté de ça, j'ai commencé un reportage sur les murs de Gaza où on voit plein de graffitis et du coup je demandais forcément à mon fixeur ce que voulait dire chaque graffiti. Et il y a un des graffitis que j'ai pris en photo qui s'appelait Le Chant des Pierres. En fait, c'est un poète palestinien, j'ai pas le nom malheureusement aujourd'hui, je pourrais le trouver par la suite, mais qui écrit ça sur plusieurs murs de Gaza. Je me suis dit, ça c'est le titre du reportage. Voilà. Et du coup, c'est plus des situations ou des ressentis que j'ai qui font que le titre en fait va me sauter d'un seul coup à la tête. Voilà, donc il y a un manifeste parce que je veux clairement interpeller les gens. Après, il y a le degré de conscience, je le cherche pas plus que ça, vraiment. Il y a une de vos séries dans cette thématique qui s'intitule Voyage au bout de vos rêves et il me semble qu'il y a une petite histoire derrière la grande. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce titre justement ? C'est typiquement ce que je viens de dire, c'est que le titre s'impose à des moments donnés. Voyage au bout de vos rêves en fait vient tout simplement du nom de la compagnie de bus qui affrétait, parce que c'est vraiment ça, on parle de flux de population, qui affrétait les migrants de la jungle de Calais jusqu'au centre, les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Les mêmes bus étaient ensuite utilisés pour amener les Calaisiens en colère à Paris pour manifester. Voilà, j'ai rien fait, j'ai pas eu à chercher en fait, c'était juste écrit en face de moi, et le titre est plus qu'évocateur. Malheureusement, voilà. Donc voilà la petite histoire du titre de cette série. Alors sur la situation Aubervilliers, on en parlait il y a quelques minutes. Vous avez une parution cette semaine dans La Croix. La situation demeure critique et des démantèlements constants par les forces de l'ordre de toutes les installations de fortune et les conditions d'insalubrité restent inchangées. Comment est-ce que vous envisagez la poursuite de votre travail sur les conditions de vie des réfugiés sur le long terme, en France en particulier ? Et surtout, est-ce qu'il n'est pas difficile à terme de continuer à dénoncer et à montrer sans tomber dans les écueils de l'image véhiculée une réalité qui s'ancre dans le temps au final ? La documenter, c'est pas le plus dur en fait. Le plus dur, c'est de transmettre nos images. Moi, je mets un point d'honneur à ce que des personnes qui nous livrent en témoignage, qui nous font confiance, si mes images et leurs mots ne sont pas transmis à un moment donné, donc ça peut être par le biais de la presse avec des parutions, mais une exposition, une conférence dans un lycée auprès de personnes âgées, d'un club photo, s'il n'y a pas ça, j'ai pas fait mon travail. Donc de toute façon, je continuerai à documenter et je continuerai, voilà, de quelque façon que ce soit, d'essayer de sensibiliser en fait les gens qui m'entourent. Et ça commence dans ma famille, auprès de mes amis. J'ai beau travailler sur cette thématique, il y a des amis très proches qui n'avaient pas encore vu trop d'images à part mettre le petit like sur les réseaux sociaux. Ils sont venus à des expositions dernièrement, ils ont lu les légendes et ils m'ont dit j'avais pas conscience que c'était à ce point-là. Donc la transmission c'est la finalité, mais au final c'est quand même la base de notre travail également. Alors on va changer de sujet, on a évoqué très brièvement tout à l'heure les rites sacrificiels au Népal. Vous avez travaillé sur la foi en Inde également. Alors comment est née l'idée du reportage que vous avez fait qui s'intitule Croire dans le 9-3 ? Et est-ce que la foi était un sujet important pour vous avant de commencer ce reportage ? La foi, la religion dans son ensemble est quelque chose que je ne comprends pas, pour être tout à fait honnête. Mais du coup qui me passionne, qui m'interloque et du coup j'ai cette tendance à vouloir aller documenter pour essayer de comprendre un peu plus. Donc ça fait en fait des années, ça fait mes premiers reportages, mes premiers pèlerinages datent de plus de 10 ans. Manakamana, la montagne sacrée, je l'ai fait en 2011. Donc j'étais pas encore professionnalisé, mais voilà, il y a quelque chose qui vraiment dans l'incompréhension qui m'attire. Et on va croire dans le 9-3 en est la forme la plus aboutie. J'ai eu la chance en fait d'être dans une agence photo qui s'appelle l'agence Cyric, qui travaille au sein de Bayard Presse, donc qui est quand même qui travaille énormément avec la presse catholique. Je venais de finir mon sujet sur Calais et j'avais envie de retravailler sur la notion de territoire, parce que Calais c'était avant tout une ville avec
voilà, des gens, des rues, quelque chose d'indescriptible, mais c'était un territoire entier et j'avais envie de retravailler de cette façon-là. Donc j'ai commencé à discuter tout simplement avec Claude Ganteur qui était ma responsable d'agence et elle m'a annoncé que c'était les 50 ans du diocèse de Seine-Saint-Denis à la fin de l'année en fait. Et on s'est dit pourquoi ne pas aller enquêter justement sur voilà, cette foi qui pour moi a une forme d'incompréhension et aussi aller sur un territoire où je ne vais jamais. Mes amis, j'ai beaucoup de mes amis qui viennent de Bobigny. Jamais on me propose de me dire viens, on va revoir un petit peu comment c'était. Non, les gens de là-bas quand ils ont fui, parce que c'est vraiment, il y a vraiment de ça, ils y retournent pas tout simplement. Donc je me suis dit c'est l'occasion en fait. À moi d'aller voir, c'est mon métier. J'ai un côté aller voir ce qui se passe en banlieue, montrer que ce ne sont pas que des vendeurs de drogue, des teneurs de murs, qu'on ne parle pas d'eux que pour des mauvaises raisons, et puis aller voir du côté de la religion en fait tout simplement où ça en est dans ce territoire oublié de la République en fait. Alors en plus, celui-ci s'inscrit évidemment dans un cadre temporel qui est particulier puisqu'il a été réalisé essentiellement durant l'année 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui, si ça a été le cas, dans le contexte post-attentat, vous a poussé à le traiter et comment ça a pu influencer votre manière de le traiter? Ça m'a énormément poussé à le traiter parce que tout simplement un magazine que je ne citerai pas qui s'appelle Le Figaro a fait une sur la Seine-Saint-Denis en fait. Donc je me rappelle très bien l'image, c'était la basilique de Seine-Saint-Denis en arrière-plan avec deux femmes voilées qui passaient devant et ils avaient intitulé le titre de leur reportage Molenbeek sur Seine. Et je me suis dit encore un cliché de plus. Et notre rôle, c'est, pour moi, ce n'est pas de travailler comme ça en fait. Des titres pareils ne vont que envenimer les choses. Je ne sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je me suis donné le devoir de donner une autre réponse que celle qui avait été présentée tout simplement par Le Figaro. Donc voilà, une petite excuse de plus en fait pour aller gratouiller, aller voir ce qui se passait. Ce reportage est vraiment spécial parce que c'est vraiment un assemblage de plein de petites choses qui m'ont dit il faut que tu travailles dessus et j'ai la chance d'avoir pu travailler pendant quasiment un an, je crois que c'est plus de 9 mois le reportage et toutes les portes m'ont été ouvertes. Tout le monde ne comprenait pas forcément ma démarche mais l'évêque de Seine-Saint-Denis, le premier, il a été très surpris quand je suis venu avec 350 images, quand il m'a demandé de voir où j'en étais. Mais tout le monde m'a très bien accueilli et je suis très content du résultat aujourd'hui. On a réussi à faire paraître un livre qui n'est pas un livre photo en soi, qui coûte 10 € pour que justement les gens du 93 puissent aussi se l'approprier et puissent se l'acheter. Voilà. Et c'est une série qui a fait l'objet de nombreuses parutions, d'expositions, d'ouvrages, vous en parliez. Est-ce que vous vous attendiez à avoir un tel écho à ce travail quand vous avez commencé? Non, pas du tout. Moi, je pensais faire comme d'habitude mon reportage dans mon coin, en fait, discrètement, et puis aller voir les rédacs par la suite quand ce serait monté. Et en fait, le diocèse, l'évêque du diocèse, à un moment donné, a tout simplement demandé juste voir où j'en étais. Et je suis venu avec 350 images. Et il m'a dit, en fait, faut qu'on fasse une expo de votre travail. Et de l'idée de l'exposition, l'idée d'un livre a émergé. Du coup, j'ai travaillé avec une journaliste, Romane Ganval, parce que c'est pas du tout mon domaine. Du coup, je préférais prendre une professionnelle et que les choses soient bien faites. Et le livre, a éclos quelques mois après pour la fête de Saint-Denis. Alors la diversité des confessions est très marquée et importante dans ce travail. Comment est-ce qu'on prépare ce type de sujet? Est-ce que vous aviez déjà des contacts? Est-ce que vous étiez déjà immergé dans ce milieu ou est-ce que vous les avez rencontrés au fur et à mesure de la préparation? J'ai rencontré tout le monde au fur et à mesure. Vu que ma porte d'entrée était le diocèse de Seine-Saint-Denis, ce que je demandais c'était un listing tous les mois des différentes messes qu'il pouvait y avoir dans le département, des événements qui allaient avoir lieu. Après j'ai fait des demandes par exemple comme aller voir les aumôniers en prison, j'ai demandé à aller dans un centre psychiatrique, j'avais demandé un mariage mais finalement on n'a pas réussi à avoir les autorisations, mais c'était on me proposait des choses et tout simplement c'était à moi de dire je pense que ça va être intéressant, je pense que ça non. Il y a des fois j'étais à des réunions, j'ai pas fait d'image tout simplement et des fois en fait il y a 4 images qui sortaient, qui étaient retenues. J'étais en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, c'était aussi une expérience humaine incroyable. Mais je me suis un peu laissé porter par les gens que je rencontrais, mes envies. Et je tiens à le dire, le diocèse
J'ai eu à un moment donné peur qu'ils veuillent contrôler un peu ce que je faisais. Ça n'a jamais été le cas. Et le livre est un produit fini que je leur ai fourni. Il y a eu une relecture certes de leur part, parce que l'évêque, il y avait un interview où on intervenait tous les deux. Mais il y a eu une simple relecture, mais ils n'ont jamais mis à un moment donné un veto sur quoi que ce soit. Et c'était vraiment très appréciable de leur part. Et je pense qu'ils sont quand même contents du résultat au final. Alors les reportages sur la question du sacré fleurissent ces derniers temps. Comment est-ce que vous analysez le retour en force de cette thématique dans la presse et comment se démarque-t-on quand on traite un sujet pareil? Je crois que le monde est un peu perdu en ce moment et que malheureusement c'est une facilité que se tourner vers les dogmes religieux et du coup il y a une espèce de renaissance qui arrive un peu partout, qui monte les communautés les unes contre les autres. J'en suis le premier attristé, ça c'est sûr, mais j'aurais pas d'autre explication. Je sais pas pourquoi ça revient comme ça. Ouais, je pense que les gens sont juste perdus. Je pense qu'on est en train de complètement infantiliser la population. On parle plus d'autoportrait, on parle de selfie, pour rester dans la photographie. J'entends certains de nos confrères des fois présenter les journaux qui sont capables de me dire en mode ceci, en mode cela. Je crois que c'est quelque chose de global en fait. Et la religion est une des derniers échappatoires en fait où les gens pensent qu'ils peuvent se recueillir. Ouais, du coup ça fait religieux, mais enfin ouais, ils veulent y croire et ils ont plus que ça en fait. Et du coup je pense que ça fait partie de ce phénomène qui est en train de gangréner notre société. Du coup ça me touche un peu de parler de cette question comme ça. J'y vois pas du bon en tous les cas. Et au milieu de tous les sujets qui sont traités, comment est-ce que vous décririez l'angle particulier du coup que vous avez choisi? Qu'est-ce qui fait que votre sujet est la différent durée. des autres? La durée. Et après il y a un côté très très surprenant. Enfin, faut dire quelque chose. Voilà, en parlant de préjugés ou de stéréotypes, 9-3, Église, voilà, on s'y attend pas du tout. Donc ça c'était un plus, on va dire, pour que le reportage soit remarqué. Après, oui, la durée, voilà, tout simplement, 9 mois de travail, on peut pas tous se le permettre, faut dire ce qui est, hein. Et avec 9 mois de travail, on a le temps de gratter un peu partout. On va changer de sujet à nouveau, mais un autre sujet qui, dans le photojournalisme, nourrit énormément des travaux. Vous avez travaillé sur l'Ukraine en 2014 notamment, et vous y allez initialement pour suivre les événements qui se déroulent suite à la destitution de l'ancien président Viktor Yanukovych. Et vous décidez de vous rendre à Sloviansk, du côté des séparatistes pro-russes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui a été à l'origine de ce choix, alors que je le rappelle, vous étiez jeune photojournaliste en train de vraiment vous professionnaliser? Je pense que ce qui a dicté mes choix, donc encore une fois, c'est de ne pas regarder les informations depuis mon canapé, ça c'est sûr. Et puis c'est la proximité du conflit. En tant que débutant dans le métier, n'ayant pas forcément beaucoup de moyens, le billet d'avion n'était pas très cher. Beaucoup de collègues se rendaient sur place, donc on pouvait partager les frais ensemble. Je n'avais toujours pas connu ce que c'était que de travailler sur une zone de conflit. On a beau avoir toute la bonne volonté du monde, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas si on est capable de le vivre. Et au-delà de ça, est-ce qu'on est capable de travailler et de ressortir des images et des reportages qui tiennent la route dans ces situations-là. Donc quand on aspire, on va dire, à ce genre de veine photographique, faut y aller en fait. Après, il faut y aller avec toutes les précautions possibles. J'ai travaillé avec des fixeurs sur place, j'étais avec des collègues, on était quand même, on était protégés. Pas question de faire les foufous sur un terrain de guerre. Hein. Tout était vraiment très très contrôlé. Mais voilà, je pense que l'envie est née de ça, d'aller voir est-ce que t'es un terrain de guerre et de documenter la situation bien sûr. Mais voilà, encore une fois, ne pas rester dans son canapé à regarder les infos faites par des collègues, quoi. Dans un article écrit pour Vice, vous racontez qu'un des chefs séparatistes semble vous prendre d'affection, vous explique les actions stratégiques en cours, voire même semble se donner un peu en spectacle ce soir-là, en tirant à l'appel sans tir de réplique en face. Dans un contexte comme celui-là, comment choisit-on ses propos photographiques et les images qu'on va montrer ou non? Tout simplement, je pense qu'il faut... Alors il faut faire attention de la façon dont on va se comporter avec les personnes qui sont en face de nous, parce que c'est quand même pas évident d'être avec des séparatistes qui sont plus ou moins mercenaires, on n'a pas trop d'informations sur eux.
Quand vous mettez mercenaires, donc c'est des gars quand même qui aiment la guerre, qui font ça pour l'argent, et vous vous retrouvez petit Français au milieu de tout ça, dont on se donne un plaisir à vous rappeler que le président vient de refuser la livraison du porte-avions pour les Russes. Donc vous faites attention, et vous faites attention à vos actes, mais aussi aux actes des autres, et du coup, il y a un moment donné, vous êtes obligé de mesurer qu'est-ce que eux veulent me montrer, et qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce que moi je veux montrer sur le conflit. Il y a eu typiquement, j'ai fait des photos des séparatistes qui tenaient une barricade et qui me disaient prendre mon photo, on donne à manger aux voitures qui passent. La photo on l'a fait, mais on sait très bien que c'est une image qu'on ne publiera jamais, qu'on ne va jamais envoyer, parce qu'ils sont tout simplement dans un contexte de propagande, et je ne suis pas là pour faire de la propagande pour un camp ou pour l'autre. Donc je pense que c'est l'expérience au fur et à mesure en fait qui nous permet d'avoir du recul sur les situations, et c'est là où c'est très important de travailler à plusieurs. J'étais avec le photojournaliste Raphaël Yagodzabé, qui est dans le métier depuis bien plus longtemps que moi, et auprès duquel j'ai énormément appris. Et le fait de juste être le soir dans la même chambre et pouvoir débriefer sur ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, je pense que ça nourrit en fait notre propos journalistique. Et il est essentiel. En préparant cette émission, vous m'avez dit également que ce reportage était important pour vous parce qu'il avait marqué un tournant dans votre manière de travailler et même dans votre écriture photographique. Donc nous allons nous tourner vers une seconde image issue de vos travaux, Michael, que vous allez peut-être d'abord nous décrire, et est-ce que vous pouvez ensuite nous en dire un peu plus sur ce point? Alors, donc il s'agit d'une image réalisée à un checkpoint de la ville de Slaviansk. C'est le dernier checkpoint avant le quartier général tenu par les pro-russes. Donc c'est un checkpoint qui est très très important. On imagine très bien, voilà, c'est la dernière rempart avant d'accéder aux gradés, aux caches d'armes, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors il s'agit en fait de deux soldats sur l'image et d'une femme qui est en train de coiffer l'un des soldats, alors qu'en arrière-plan on voit l'un des gradés s'entraîner à viser avec un lance-roquette en pleine ville. L'idée de cette photo était de montrer la vie quotidienne en fait d'une barricade. Je ne voulais pas qu'on prenne en amitié ces personnes-là, mais je voulais juste rappeler que ce sont des humains comme tout à chacun, et que il a besoin d'être propre, il a besoin d'être rasé. Ils vivent en permanence sur la barricade, mais en même temps, voilà, le décalage avec l'homme derrière tenant son lance-grenade. Je crois que la photo qui suit, en fait, il y a une des jeunes recrues qui vient, il était en train de faire une démonstration. Mais voilà, à poser les deux situations ensemble, montrer tout simplement l'absurdité de la guerre et de ces hommes en fait qui au quotidien vivent sur une barricade à défendre on ne sait quoi, parce que l'ennemi n'est pas là finalement, il est bien plus loin. Et cette image a été importante pour moi. Ensuite, ce reportage en lui-même a été très très important dans la fabrication de la photographie, de ma veine photographique, on va dire, parce que sur un terrain de news, au lieu d'aller faire des photos qu'on va penser, comment je pourrais définir ça, qu'on va penser pour la presse immédiate, on voit la double pour le lendemain, on veut des explosions, on veut quelque chose qui marque. Là, sur un tel événement, en fait, j'ai pris le temps de prendre du recul et d'aller chercher une histoire dans l'histoire avec un grand H, voilà, et essayer de montrer autre chose, montrer le conflit, mais autrement en fait. Et ça encore, c'est ce début de cette façon de photographier. Je me rappelle une phrase de Raphaël Yagodzabé qui disait « Think outside the box ». Partout où vous allez, il y a forcément les photos de l'événement à faire, mais comment raconter la même chose autrement avec d'autres personnages. Et ça a été un déclic pour moi, ce reportage. C'est à partir de ce reportage, tout au moins, que je me suis dit qu'on pouvait traiter différemment les événements qu'on avait devant les yeux. Alors c'est un peu ce que l'on retrouve aussi dans votre reportage en couleur intitulé Ukrainian Crisis, et dans lequel vous interrogez de manière pour autant pertinente le devenir
Dans l'espace social du bleu et or, les couleurs naturelles du pays, du drapeau ukrainien, hérité de la première indépendance de l'Ukraine en 1918, est-ce que ça n'a pas été là aussi déjà le début de ce tournant? Si, tout à fait. Du coup, j'avais vraiment cette phrase Think outside the box qui me tournait en permanence dans la tête et qui tourne toujours dans ma tête. Et voilà, je vois en fait comment raconter des événements au travers différents spectres. Et voilà, travailler en noir et blanc sur une barricade raconte l'humanité de ces personnes qui vivent le conflit, mais faire quelque chose de très graphique sur les détails du quotidien qui rappellent le drapeau ukrainien était aussi une façon de raconter ce qui se passait, parce qu'on était sur la disparition de cette unité nationale, donc de ce drapeau qui commençait à être une forme de provocation dans ces zones pro-russes. Voilà, ce reportage aussi, malheureusement qui n'est jamais paru, a été un début de cheminement en fait. Voilà, comment voir autrement en fait, tout simplement, raconter et voir autrement. Alors vous collaborez pour de nombreux titres importants, vous avez des publications dans Vice, on en a parlé, dans Libé, dans La Croix, dans 6 mois, Le Monde, Time Magazine. Comment, par votre expérience, trouvez-vous les conditions de travail des photojournalistes dont on dit régulièrement que le secteur est en crise? Le secteur est en crise, donc il est difficile pour ma part en tous les cas, il est difficile de vivre 100% de la presse, d'autant plus quand les ambitions sont de couvrir des événements internationaux. Rien que le billet d'avion, les personnes à payer sur place, l'hôtel, quand vous êtes freelance, ça devient très compliqué. Le paradoxe, c'est que je pense qu'on est cette veine photographique qui est le photoreportage, on est des passionnés, on est des acharnés, et on a beau avoir des réponses négatives des médias, ils savent qu'on va partir quand même. Et je pense que du coup, ça a un effet à double tranchant, c'est que il y aura du monde sur place, il y a des gens qui vont perdre 2000 € tout simplement à aller photographier parce que ils y croient. Et ils n'auront pas du tout un retour sur investissement, pour parler comme tous ces actionnaires, mais ils auront fait leur travail et c'est ce qui est le plus important. Mais pour revenir sur l'état de la presse, enfin surtout de notre métier de photojournaliste, il est tout simplement catastrophique. Vraiment, moi je fais du corporate à côté pour pouvoir financer certains reportages. Mon travail sur Gaza, donc ça fait 5 ans que je suis professionnel, on va dire, dans le photoreportage. Mon dernier travail à Gaza, et le premier reportage où je rentre dans mes frais et je fais un petit peu d'argent avec. Sachant que 2 semaines Gaza-Jérusalem, pour toute honnêteté, ça m'a coûté pas loin de 1800 €. Donc vendre pour 1800 € d'images, c'est compliqué. Et surtout, personne ne vous envoie, donc personne ne vous attend. Et quelles sont dans ce contexte les armes de survie d'un photojournaliste, notamment lorsqu'il est amené à travailler sur des terrains à haut risque? La première arme, c'est la confiance du collègue à côté de vous. Non, la première, c'est notre fixeur quand même. C'est vraiment la personne à qui on se livre, hein, tout simplement. Sans lui, on peut rien faire. À boule, si tu penses à moi, voilà. Après, la deuxième, c'est les collègues. Et puis, tout simplement, notre acharnement. On est des petits cons. Voilà un joli mot de la fin pour cette émission, Michael Binel. Et comme on finit toujours l'émission sur une question un petit peu humoristique, moi je voulais vous demander qu'étaient devenus les morceaux de shrapnel dont le chef séparatiste dont on parlait tout à l'heure vous avez fait cadeau lors de votre reportage. Est-ce que ce sont le genre de souvenirs que l'on ramène chez soi quand on est photojournaliste ou pas? Je sais pas si je pense qu'on le fait tous un peu, surtout quand on commence à mon avis. Je pense qu'avec le temps en fait tout simplement, voilà c'est... Enfin, quand on a fait 15 conflits, l'ego n'a pas besoin de ramener une petite balle de Kalash. Après, ça trône pas du tout chez moi, c'est dans des boîtes, voilà. J'ai une balle de Kalash qui est sur un de mes porte-clés, mais qu'au final personne voit. C'est pas quelque chose que je me vante de savoir que je l'ai ramassé sur un terrain de conflit, mais elle est là. Elle me rappelle aussi des collègues qui sont tombés là-bas. La clarité de la guerre, elle est partout. Et puis je me rappelle avoir été chez des photographes où tout simplement il y avait des caisses et des caisses de souvenirs. On a un côté fétichiste, je pense. Voilà, c'est aussi, on a la photographie. Pour beaucoup de gens, c'est une Madeleine de Proust. Nous, c'est notre métier. Et du coup, je pense que certains objets font ce travail-là en fait. Donc, on les a, mais ça sert à rien qu'ils trônent sur la cheminée dans le salon.
Merci simplement. Michael Bunel pour ce joli Merci à vous.